Chapitre 20. Charge d'âme. Ils retrouvèrent la moto sur la route et passèrent la nuit sur les sables de Fiona. Alors que le vieil orage qui ramassait depuis 3 jours ses forces éclatait enfin. Loin, à l'horizon, dans un grondement mécontent, comme s'il regrettait d'avoir raté ainsi quelques proies terrestres. Les éclairs plantaient dans le ciel leur jungle jaune, dont l'océan et le ciel se départageaient les racines et les ramures. Au couchant, le soleil se prit quelque part dans cette poulpe céleste aux noirceurs gonflées, et qu'aucune déchirure ne semblait pouvoir libérer de son encre. L'orage immobile se vautrait dans le ciel comme sur un lit de souffrance, incapable de se délivrer de celui qu'il portait dans son ventre, et qu'on appelait jadis Tawé, le dieu des eaux inépuisables. Appuyée contre le tronc d'un cocotier, Méhéva se peignait les cheveux, plus beaux aux yeux de Con que toute cette mêlée céleste. Les éclairs lointains, le cuivre soudain d'un nuage noir où s'était pris le soleil, faisait errer sur son visage les plus vieilles lueurs de la terre. Le peigne espagnol était large, d'une écaille où ses lueurs éveillaient des éclats d'ombre. Et le mouvement du bras, de la main, de la chevelure, procurait à Con l'apaisement qu'offre toujours aux natures inquiètes cette soudaine éternité, dont les instants de bonheur sont chargés. Au-dessus d'un village invisible, et qui élevait dans la forêt ses voix enfantines et ses aboiements de chiens à l'approche du soir, flottait un cerf-volant vert et orange, à moins que ce ne fût cet oiseau annonciateur des nuits sans aube, dont parle la légende de Vairao. Con, stupéfait, reconnaissait dans ce houté le chant de la souche divine des chefs Arii, qu'il n'avait entendu qu'une fois, récité pour lui par le docteur Orteg du Smithsonian Institute de Washington. Le chef Tawé du Mara et Totira, couché avec la femme Torua, puis avec la femme Tuiterai. C'est ainsi que naquit le chef Marama. L'arbre comptait plus de 100 branches, et Méhéva les récita, jusqu'au dernier né, celui dont le nom ne devait pas être mentionné, pour ne pas le désigner à la jalousie des dieux régnants. Où as-tu appris ça? Au Tuamotu, tiens. Il récite encore ce houté? Non, bien sûr, c'est le Popa allemand qui me l'a appris. Ils connaissent tous nos houtés dans son pays. On les étudie dans les grandes écoles où tout est gardé. Con avait envie de pleurer, mais c'était là le seul domaine où, une fois pour toutes, il avait choisi l'abstinence. Le lendemain, à Itiaa, où ils arrivèrent vers midi, ils tombèrent en plein drame chinois. Un jeune boutiquier blême et sans trace de flegme oriental sur son visage décomposé marchait menotte au poing entre 2 gendarmes. Il avait grièvement blessé d'un coup de couteau sa jeune femme, au cours de leur nuit de noces. La petite chinoise avait utilisé une vessie pleine de sang de poulet, en lieu et place d'une virginité depuis longtemps perdue sous les cocotiers. Mais le mari avait découvert le poteau rose. Il marchait à présent vers la prison, avec cet air ahuri que les hommes un instant élevés au-dessus d'eux-mêmes pour commettre un acte démesuré prennent ensuite au moment de revenir à leur dimension naturelle. À Itiaa, à la terrasse du Flore, Con vit sur une table un vieux numéro du Figaro de Paris. Il hésita un instant, lutta contre la tentation, puis tendit la main à la morsure du serpent. Il fut pourtant heureux d'apprendre que les recherches continuaient. Pendant 2000 ans, le Christ fut simplement attendu. Aujourd'hui, il était activement recherché. La préfecture de police informait en effet l'opinion que 977 jeunes vagabonds ont été conduits au centre d'identification et mis à disposition des autorités comme étrangers en situation irrégulière. Con se marrait. La seule hantise des grandes puissances était de tuer le Christ dans l'œuf avant qu'il pût leur nuire. Le reste de l'humanité devait penser avec raison que la présence du Christ parmi les hommes était impensable, une véritable idiotie, une calomnie, un blasphème. Après la rafle, au centre d'identification de la préfecture de police, il s'était fait passer pour un Israélien, marmonnant toute la nuit en hébreu, certain qu'il ne pouvait venir à l'idée de personne que Jésus pouvait être encore une fois un juif. Il croyait l'en avoir suffisamment dissuadé. La véritable raison de la persécution des Juifs à travers les âges
n'était pas d'avoir crucifié Jésus. La puissance ne pardonnait pas à la race maudite d'avoir donné naissance à ce gêneur. Mais Eva était en train de boire un Coca-Cola. « Dis-moi, Gégène, comment ça se fait ?»« Comment ça se fait quoi ? Ça fait 4 jours qu'on roule avec la moto et on s'est pas arrêté une fois pour faire le plein d'essence. » »« Quelle essence ? C'est une Honda électrique, je te l'ai dit 100 fois. Tu fais jamais le plein, c'est pas catholique. »« Pas catholique, pas catholique. T'as déjà vu quelque chose de catholique, toi ?» Il jeta l'argent sur la table, puis il passa aux aveux. Ce n'était pas tellement pour Eva, c'était pour lui-même. « Tu veux que je t'explique ? C'est bien simple. J'ai mis ce truc au point avec d'autres grands savants. On s'était aperçu que l'âme, notre âme, c'était une énergie qui foutait le camp quand on mourait, une énergie gaspillée qu'il fallait empêcher de se perdre. On est arrivé à la capter. Comme ça, on a une énergie qui coûte rien du tout et qui dure éternellement. Tu l'enfermes dans un moteur, ça tourne jusqu'à la nuit des temps. Avant, c'était un processus uniquement spirituel. Nous, on a mis ça au point scientifiquement. Cette moto, c'est la première. J'ai pas encore pris le brevet, mais c'est tout comme. C'est de là que vient l'expression « un tigre dans le moteur ». L'âme, je la capte, je l'empêche de se perdre, je la garde dans l'industrie. J'ai même un rasoir électrique et une brosse à dents électrique qui marche à l'âme. C'est inusable, tu viens ? Mais Eva haussa les épaules. « Ce que tu peux être con !» Elle s'installa dignement sur la sellette, ses belles jambes découvertes jusqu'au point où cela commençait à devenir vraiment intéressant. À Itiaa, il y avait une école de peinture et de sculpture fondée par un Anglais, où l'on essayait d'élaborer une tradition artistique typiquement polynésienne, dont Gauguin avait, pour ainsi dire, jeté la base. Paava, le directeur de l'école, luttait comme un pionnier pour créer de toutes pièces des traditions tahitiennes artistiques et folkloriques que l'on pourrait ensuite exploiter à fond dans l'intérêt du tourisme, afin de réunir les fonds nécessaires pour moderniser le pays et rompre une fois pour toutes avec les derniers vestiges du passé et du primitivisme. Il y avait là une vingtaine d'élèves, pour la plupart des Chinois, qui travaillaient 8 heures par jour à copier les reproductions des tableaux de Gauguin et du douanier Rousseau de la période mexicaine, ou qui élaboraient leurs propres thèmes, en s'inspirant notamment des masques et fétiches reproduits dans l'ouvrage de Jean Guillard, sur l'Océanie. Paava, un des pivots culturels de l'île, était un gros Polynésien dont les ancêtres étaient venus jadis de Serbie et d'Angleterre, et dont le nom complet était Pavelich. On voyait du reste nettement les marques du sang maori sur son visage, car sa mère était une vainée d'un type très pur, qui avait dirigé pendant 20 ans une des meilleures troupes de danse tahitienne de l'île. La plupart des producteurs de films tournés à Tahiti l'avaient utilisé. Paava, lui-même, avait débuté comme danseur dans la troupe de sa mère, avant d'être enlevé par un lord qui était tombé amoureux de lui et l'avait emmené en Angleterre, où il lui avait fait faire des études couronnées par 3 ans à Cambridge. Ce fut à Cambridge que Paava découvrit les trésors de la civilisation des Maoris. Et il revint à Tahiti avec l'encouragement et l'aide matérielle de son protecteur, après avoir fait un stage de 2 ans à Oaxaca, au Mexique, dans le célèbre atelier de Simons, où étaient fabriquées la plupart des belles pièces d'art précolombien. Ces pièces étaient ensuite vendues aux collectionneurs et aux musées, avec une garantie d'authenticité délivrée par des experts respectés dans le monde entier. En principe, l'absence de toute trace de civilisation maori à Tahiti eût dû faciliter la tâche de Paava, par la liberté que cette table rase laissait ainsi à son imagination. Mais en réalité, ce vide était bien connu des amateurs. Il était à peu près impossible d'établir un circuit commercial basé sur la découverte des statues anciennes. Paava était obligé de passer par la Nouvelle-Guinée et les Hébrides, où des vestiges nombreux existaient encore, expédiant les pièces fabriquées dans son atelier à son correspondant dans cette région. Il avait eu plusieurs de ses œuvres reproduites dans des livres d'art, sous des titres comme « Un des plus beaux spécimens de l'art Hatchin »,« Assommoirs rituels à cochon » ou « Masque d'Apo-Apo ». Notez la similitude avec la tête du dieu Muri, Art d'Hatchin. Page suivante. La référence à la similitude avec le dieu Muri était un hommage auquel Paava fut particulièrement sensible, car il n'avait en tout et pour tout, pour le guider dans sa création, qu'une mauvaise reproduction de l'original, dans un ouvrage allemand. Il accueillit Cohn à bras ouverts, encore tout tremblant d'émotion et de colère. Il avait découvert dans un coin de l'école 10 exemplaires de Playboy que ses élèves se passaient entre eux quand il avait le dos tourné. Il raconta cette horreur à Cohn avec consternation. « C'est la fin », se plaignit-il.
Comment voulez-vous que ces petits salopards retrouvent l'authenticité des formes polynésiennes s'ils passent leur temps à regarder des cochonneries pareilles? J'aurais dû m'en douter. Il y a 15 jours, on m'a renvoyé une pièce, la fille du dieu Maouré, en me faisant remarquer que les seins, les bras, les jambes et les attaches, tout quoi, avait une finesse incompatible avec le caractère même d'un art archaïque. Si ces petits salauds passent leur temps à se griser des photos de pin-ups de Playboy, c'est vraiment la décadence. Ils se foutent de leur propre civilisation, comme de leur première communion. Ils sont presque tous chinois. Remarque à Con. Évidemment, ce sont les seuls qui ont encore conservé quelque adresse manuelle, probablement à cause de la calligraphie. Mon vieux, si vous voulez que je vous parle franchement, c'est sans espoir. Le passé polynésien, c'est foutu. Je me crève pour rien. Voulez-vous que je vous dise? Finalement, vous, avec vos photos porno, vous êtes 1000 fois plus près de l'authenticité de notre mode de vie et de nos traditions détruites que moi, avec tous mes efforts. Comment va le baron? Le visage de Paava s'éclaira. Formidable, dit-il. Venez, il faut voir ça. Con laissa Meeva dans l'atelier, appuyée à la fenêtre dans une attitude pittoresque. Elle cherchait manifestement à stimuler l'inspiration et le goût des formes archaïques chez un beau gars en train de gaspiller son énergie sur un morceau de bois, le ciseau à la main. La cocoterie était juste derrière l'école, au bord de la plage, et Con, toujours bienveillant dans ce domaine, n'avait aucune intention de gêner ce qui se préparait et qui allait tout à l'heure prendre corps sur la plage. Quoi qu'en dît Paava, le passé maori n'était pas complètement foutu. Il avait encore su conserver sa plus belle expression, celle de l'étreinte.